Salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Si vous êtes là à écouter ce deuxième épisode de la saison 2021-2022, c'est que vous voulez entendre parler d'Euroleague, Euroleague masculine et féminine, je précise. Et je vous comprends, je comprends que vous tendiez l'oreille car l'Asvel et Monaco, et c'est surtout deux dont on va parler, ont réussi un départ sur les chapeaux de roue au point que pour la première fois depuis que l'Euroleague est passée en mode championnat, où tout le monde affronte tout le monde, on peut espérer avoir un club français au minimum en play-off. Enfin, on verra si c'est réaliste et on verra surtout pourquoi on en est arrivé là. C'est aussi le cas en Euroleague féminine où l'AT Montpellier a gagné ses 2 premières rencontres, où Basketland reste sur un spectaculaire succès à Istanbul sur le parquet de Fenerbahçe, 3e de l'épreuve l'an dernier. Et pour parler de cela, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mes côtés Arnaud Lecomte, grand reporter à l'équipe depuis 3 décennies, un peu plus, un peu moins. Salut. C'est ça? Tu ne réponds pas? Salut. Christophe Denis, qui commentait les matchs de ce qu'on appelait la Jeep Elite l'année dernière sur la chaîne, qui a aussi entraîné dans ce championnat et qui est notre invité aujourd'hui. Et je le salue avec grand plaisir. Salut Christophe. Salut Xavier, bonjour à tous. Et Yann Onona, qui a notamment parmi les nombreuses choses qu'il fait pour l'équipe, a suivi Monaco la semaine dernière en Espagne entre Madrid et Barcelone, qui pourra donc nous parler un petit peu de ce qu'est la Roca Team de l'intérieur. Allez, début du game. Alors messieurs, remontons tout de suite au 12 octobre. Ce soir-là, l'Asvel battait à l'Astrobal le champion d'Europe en titre, l'Anadolu Efes Istanbul, 75-73, sur une claquette de Kostas Antetokounmpo, le frère de Yanis, après avoir compté 19 points de retard. Ce soir-là, le bilan des clubs français en Euroleague était de 5 victoires, 3 pour l'Asvel, 2 pour Monaco, et, comme me le dit Christophe, 0 défaite. Depuis, ils ont perdu 3 matchs, mais l'effet ne s'est pas estompé. On reste bouche bée. Alors, moi, je me pose une question, je vais te la poser d'ailleurs, Christophe. Qu'est-ce qui est le plus surprenant là-dedans? C'est finalement ces résultats, ou c'est, moi j'ai tendance à pencher vers ça, mais moi je veux ton avis, c'est le fait que finalement les clubs français qui étaient un petit peu dans les bas-fonds de l'Euroleague, depuis presque 2 décennies, ou au moins depuis une grosse dizaine d'années, on va dire, là tout d'un coup présentent des équipes compétitives. En à peine un an, pour l'Asvel et en quelques mois pour Monaco, on a eu un upgrade incroyable en termes d'effectifs, de profondeur, de qualité, même de structuration. Est-ce que c'est pas ça le plus surprenant, Christophe ? Je ne sais pas si c'est vraiment une surprise. Je sais que c'est le fruit d'un gros travail. D'ailleurs, tu viens de le dire très justement, sur plusieurs plans. Financièrement, les structurations du club, les salles d'entraînement, toutes ces personnes qui sont autour finalement des joueurs pour les mettre dans une bulle et leur permettre tout simplement de performer. Alors, c'est pour ça que je dis que je ne sais pas si c'est vraiment une surprise. Tony Parker a fait un travail phénoménal ces dernières années justement pour amener ce club de l'Asvel à être un club respectable et respecté surtout des autres en Euroleague. Et puis du côté de Monaco, c'est un peu la même chose. Je pense que on a fait venir des personnes qui sont très au fait des exigences de cette compétition-là, que ce soit le coaching staff. Zvezdan Mitrovic, évidemment, c'est un personnage incontournable du côté de Monaco. Donc c'est un mélange de plein de choses, mais c'est pas surprenant finalement qu'en France, si on se donne les moyens d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, c'est pas une surprise d'y arriver finalement. C'est plusieurs ingrédients et puis quand on arrive effectivement à les mettre ensemble et à les associer comme ça donne forcément de beaux résultats. Arnaud, tu vas dire que je m'acharne avec cette question, mais toi qui suis l'Euroleague depuis tellement d'années, depuis que ça s'appelait la Coupe des clubs champions, est-ce que il y a 3-4 ans, on t'aurait dit qu'on aurait un club français qui refranchissait les 10 millions d'euros de budget, qu'il y en avait même 2, qu'on était capable de créer des effectifs à 15 vrais joueurs avec des noms, puisqu'il y a des noms maintenant. Est-ce que tu aurais cru, est-ce que tu te serais dit, c'est peut-être possible ? 2 équipes, peut-être pas et aussi vite, mais pour l'Asvel, on savait bien depuis que Tony Parker avait pris les rênes du club
qu'il n'était pas venu pour beurrer les sandwichs, qu'il était venu pour un vrai projet ambitieux pour son club. Hein. Il l'avait annoncé, il a annoncé la couleur assez vite, il n'y avait pas de surprise là-dedans. Donc l'Asvel, année après année, mois après mois, se structure et prépare son grand projet qui était d'obtenir enfin cette fameuse licence à vie en Euroleague. C'est la première saison sous ce statut. Ce qu'elle a obtenu l'an dernier, donc c'est sa première saison en effet sous ce statut, ça c'est pas une surprise. Donc l'Asvel est dépassé les 10 millions et voire même les 12 dès l'année dernière. Il vient d'où cet argent ? Moi ça m'intéresse. L'argent de l'Asvel. L'argent de l'Asvel, c'est évidemment du sponsoring beaucoup à travers LDLC, hein, c'est le nom générique du club, donc c'est une entreprise lyonnaise et qui s'est associée dans le naming avec l'Asvel. Il y a évidemment un peu d'argent des actionnaires et notamment maintenant de l'OL qui est effectivement, comme vous le savez, extrêmement impliqué dans le projet Villeurbanne et qui, entre autres, va, vous le savez, construire une salle de grande dimension, de grande taille à proximité du grand stade de l'OL. Dessine, ouais. Voilà, à Dessine. Donc il y a vraiment un projet qui est aujourd'hui Villeurbanne lyonnais à travers l'OL et l'Asvel, donc les deux grandes marques du sport lyonnais de ces 50 dernières années. Mais les gens se demandent, je pense, est-ce que Tony Parker met de l'argent personnel ? Est-ce que Nicolas Batum, qui est associé à ce projet, met de l'argent personnel ? Je pense que oui, il en a mis en tout cas au départ. Est-ce qu'il en met encore aujourd'hui ? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais oui, il en a mis au départ, bien sûr. Oui, en tout cas, il en génère. Et il en génère beaucoup parce qu'il a un réseau faramineux et parce qu'il a réussi à convaincre beaucoup de monde de s'associer avec lui. Il a monté une académie, comme vous le savez, avec un sponsoring aussi, là, pour le coup, enfin un partenariat avec Adéquat. Avec Adéquat. Il y a un certain nombre de partenaires actionnaires à ses côtés qui, en effet, alimentent un petit peu le budget, qui n'est pas non plus un budget de... Vous le savez, c'est pas du budget de football. On ne parle pas de 300, 400, 500 millions d'euros comme les grandes... On parle de 10 à 12 millions. Des équipes de Ligue des Champions de football. Là, on est sur du basket, c'est à des dimensions bien plus faibles. On est sur du 10, 12, 14 millions, 15 millions pour l'Asvel cette année. Budgétairement, la masse salariale est moins importante que celle de Monaco, alors que le budget l'est davantage. Pourquoi ? Parce que l'Asvel est un club qui est extrêmement structuré. C'est-à-dire, autour du sportif, il y a beaucoup de monde. Parce que, bien, l'Asvel, justement, a besoin de se structurer pour aller chercher notamment de l'argent, des partenariats et pour augmenter sa dimension, vraiment, en tant que club, financièrement. Alors que Monaco, pour le moment, c'est pour ça que je voulais revenir sur la première question, à savoir, je pense que c'est beaucoup plus une surprise de voir Monaco avoir développé, là, en quelques semaines cet été, son budget, qu'il a quasiment doublé, même doublé, je crois, cet été. Alors ils étaient à 7 ? Ouais, quelque chose comme ça. L'an dernier, ils avaient baissé la voilure. 15, là. L'année dernière, ils avaient baissé la voilure. Ils étaient passés de 9 à 7. Exactement. Et au mois de juin, moi, pour avoir interrogé les dirigeants monégasques, après qu'ils aient obtenu cette place en Euroleague, ils étaient plutôt dans l'idée ils étaient très prudents. Alors c'est assez classique chez eux, ça fait partie un peu de leur culture, mais ils disaient non, on va pas avoir beaucoup d'argent pour en plus, etc. Résultat des courses, on se retrouve mi-septembre et on apprend qu'ils engagent Mike James, Donatas Motiejunas avec une masse salariale à l'avenant, quoi. 5, quelque chose comme ça, 5, plus 6. que ça. Donc on est à 6,5, je crois. Donc on est vraiment là dans des dimensions qui étaient totalement inattendues par rapport à l'Asvel, qui est dans une progression finalement assez logique. Oui, mais moi c'est ça qui me surprend pas, justement, c'est que Monaco est capable de dégager des fonds comme ça assez rapidement. Moi c'est pas du tout une surprise. Ils étaient dans le même état d'esprit quand ils étaient en National 1 à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est 6 étrangers. C'était pas vraiment prévu a priori, ou alors on nous mentait au mois de juin. C'est vrai que Yann nous en parle parce que, en fait, toi, tu étais avec Monaco la semaine dernière. Est-ce que tu sais, toi, d'où vient l'argent essentiellement ? On a tendance à croire que le président du club, qui est un ancien banquier, donc forcément, ça alimente l'idée qu'il y a de l'argent disponible. Les fantasmes. Voilà, c'est des fantasmes. Quelle est la réalité du budget de Monaco et de sa provenance ? La réalité, c'est que oui, il y a le modèle, c'est du mécénat. Donc, c'est un des modèles économiques du sport business, hein, comme on le voit en football notamment du côté de Monaco d'ailleurs en football. Mais donc là, c'est bien un mécène, hein, c'est Sergueï Diadeshko qui effectivement a un passé un peu trouble
puisqu'il a été victime notamment d'une tentative d'assassinat à l'époque où il vivait encore en Ukraine. Et c'est l'une des raisons, semble-t-il, pour lesquelles il est venu en territoire monégasque. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, ni sur qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est coupable, pas coupable, pourquoi, ça c'est nébuleux, et puis c'est entre les mains de la justice. Mais néanmoins, c'est bien lui qui était à la tête d'une banque qui met la majorité de l'argent, encore aujourd'hui, il me semble. Voilà. Au-delà de ça, il y a une part non négligeable au niveau des sponsors, et notamment celui le sponsor maillot Fedcom, qu'on connaît puisqu'il a été l'équipementier de Monaco Football, même si c'est plus le cas aujourd'hui. C'est maintenant l'équipementier de maillot de Monaco Basket. Le sponsor maillot, tu veux dire. Le sponsor maillot, pas l'équipementier. Le sponsor maillot, puisque je crois que c'est une entreprise qui est dans l'agriculture, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, absolument. Concernant Mike James, par exemple, apparemment, Fedcom a fait une grosse rallonge qui est directement liée à ça. Donc, il y a eu une opportunité du côté de Monaco où ils se sont dit on va mettre un peu d'argent, puis on demande des rallonges à un sponsor. Et donc, Monaco, vous savez quel est l'autre financeur un peu indirect et un peu direct aussi, c'est le gouvernement. Et donc, pour avoir discuté longuement avec la directrice de communication de l'État monégasque, qui s'appelle Geneviève Berthy, elle assume totalement ce qu'elle appelle du soft power. Et elle explique que depuis des années, le gouvernement s'oriente de manière assumée vers ça, c'est-à-dire vers de l'influence via le sport. Donc, il y a un ADN sportif, comme elle dit, et puis le gouvernement est prêt à investir de l'argent. Il faut par exemple expliquer que 3 millions d'euros, semble-t-il, ont été investis pour rénover Gaston Médecin ou pour un peu le booster, pour convaincre l'Euroleague cet été de laisser la Roca Team jouer dans son enceinte. Il est normalement interdit de jouer dans une salle de moins de 5000 places en Euroleague. Rappelons que Gaston Médecin, jusqu'à l'année dernière, en faisait 3000. C'est ça, ils ont atteint 4000 en trichant un peu, c'est-à-dire en mettant des sièges à des endroits où on ne voit pas grand-chose. Pour ceux qui sont allés dans la salle, dans la tribune de la piscine. Comme moi. Voilà. Il y a un angle où on peut voir un bout de terrain. Néanmoins, le gouvernement a investi plusieurs millions d'euros, et ça, par exemple, ça rentre même pas dans le budget de Monaco. Elle m'expliquait aussi qu'il y a un budget dédié d'1,5 million d'euros pour l'AS Monaco Basket dans le cadre d'une convention avec le club. Donc la direction de la communication du gouvernement est au conseil d'administration du club, donc participe aux décisions. Donc il y a une vraie implication du gouvernement dans le club, parce qu'il considère que ce club-là, au niveau du sport, peut lui apporter un bénéfice en termes d'image. Toi qui étais avec Monaco la semaine dernière, donc qui a vu le club de l'intérieur, est-ce que tu as eu l'impression, parce que tu connais ce club, c'est pas la première fois que tu partes en reportage, peut-être pas de façon embedded, inside comme tu l'as fait, mais est-ce que tu as vu une vraie différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait maintenant? Est-ce que tu as l'impression que le club, en gros, a passé la marche de l'Euroleague en 2 secondes et demie et que voilà, c'était une révolution? Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, parce que effectivement, l'effectif a changé de dimension, parce que le manager général, Oleksiy Yefimov, expliquait assez clairement qu'il a changé sa stratégie. Il a toujours été dans une stratégie de chercher des joueurs un peu sous-estimés, qui sont sous le radar. Là, il assume le fait qu'il cherchait des noms, parce qu'il fallait franchir un pas décisif pour essayer d'être compétitif dès la première saison en Euroleague. Oui, également parce que ne serait-ce que le fait d'avoir un avion privé, il faut quand même savoir que toutes les équipes d'Euroleague n'ont pas un avion privé. Or, Monaco a décidé de signer un contrat avec une compagnie de charter pour pouvoir faire tous ses vols, y compris en championnat de France, quand les villes ne sont pas facilement accessibles par des moyens classiques, bus ou train. Elle prend des avions privés. Et ça, c'est quelque chose qui fait changer un club de dimension dans le confort qu'il offre à ses joueurs pour la récupération, pour tout ça. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça a complètement changé. Et si quelqu'un fait changer de dimension, c'est quand même clairement Mike James. Je voudrais que Christophe, toi le technicien, toi l'entraîneur, tu nous parles de ce joueur. Ça me paraît important parce que je vais pas dire que c'est du jamais vu. Dire ça, pour moi, c'est toujours une erreur. Il y a eu des joueurs exceptionnels en France, de David Rivers et compagnie. Mais est-ce que un Mike James,
voilà, c'est quand même du top 5 historique de la France. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Qu'est-ce qui fait que nous, spécialistes de basket, on s'enflamme pour ce joueur-là? À mon avis, c'est toujours une histoire de talent. Alors, le talent, il peut se situer à différents niveaux. C'est tout simplement un joueur qui a marché sur l'Euroleague pendant plusieurs saisons. Grâce à quoi? C'est quoi ses qualités? Parle-nous-en, puisqu'on en voit très peu. On parlera de la télévision aussi. C'est un booster phénoménal déjà. C'est quelqu'un qui est capable tout d'un coup de changer l'issue d'une rencontre parce que sur 2-3 minutes, il peut permettre à votre équipe de passer un 10-0. C'est quelqu'un qui est un gros scoreur, un énorme scoreur, qui a une dimension athlétique aussi assez phénoménale sur son poste de jeu, donc capable de faire la différence à n'importe quel moment de la rencontre et dans des secteurs de jeu qui sont nombreux. Finalement, c'est pas qu'un shooter, c'est pas qu'un driver non plus, il est capable de tout faire. La seule question, ça va être, est-ce que autour de lui justement, ils vont tous être capables de se mettre au niveau sur la longueur de l'Euroleague, sur la longueur de la saison, parce qu'il n'y aura pas que l'Euroleague non plus. Non, Mike James, oui, clairement. Tu as parlé de David Rivers, que j'ai bien connu quand même pendant quelques années à Antibes. Il y a pas que lui. Je me rappelle de cette équipe du PSG à l'époque avec J.R. Reid, et puis du côté de Pau, il y avait Funderburk. Lawrence Funderburk. Lawrence Funderburk, exactement. Ouais. C'était des joueurs de très très haut niveau. Je pense que Mike James fait partie de ces joueurs qui ont foulé effectivement les parquets français et qui sont des ovnis dans notre championnat. Et ce que tu me disais, Arnaud, à propos de Mike James, c'est que il n'y a pas de championnat chinois, par exemple, cette année. Du moins, il y a un championnat chinois sans étrangers. Et que ça peut jouer énormément, c'est-à-dire qu'on peut attirer des joueurs cette année, peut-être parce que la concurrence n'est pas la même. Il y a en tout cas moins de place pour les étrangers cette année en Chine. Mike James a eu une proposition de $2 millions la saison en Chine. Or, il a signé à Monaco pour moins que ça. Donc, c'est bien la preuve que de toute façon, c'était pas forcément uniquement l'argent qui allait orienter sa décision. Donc, il a effectivement choisi de Monaco parce que c'est un coup de cœur, je crois aussi. Bon, il y a un peu d'argent quand même en jeu, mais il y a aussi un coup de cœur. Mais c'est un joueur qui là va être payé autour de 1 million, 1,5 million pour la saison à Monaco. Il pouvait prétendre bien plus ailleurs par rapport au marché, tout simplement, parce que c'est un des joueurs les plus cotés d'Euroleague depuis quelques années maintenant. Donc il aurait pu aller ailleurs. Il a choisi Monaco aussi pour la destination, parce que c'est quand même plutôt attrayant dans l'ensemble. Et il avait l'année dernière, d'ailleurs, il y avait eu une petite joke avec Mindaugas Kuzminskas, le joueur lituanien, qui lui avait demandé dans une vidéo en Euroleague, de promotion de l'Euroleague, qui lui avait demandé dans quel club il aimerait jouer en Europe après Moscou. Et il avait dit Monaco. Mais c'était plus une joke qu'autre chose. Malgré tout, ça s'est fait 1 an après. Yann, Mike James est le meilleur marqueur, le meilleur passeur, le deuxième rebondeur de Monaco en Euroleague. Pas besoin de chercher où est le go-to guy. À Lasvel, il est où? On a vu que Chris Jones et Lee Okobo étaient souvent majeurs dans les 3 victoires sur 4 obtenues par Lasvel. Est-ce que d'après toi c'est circonstancié en début de saison? Est-ce que c'est la réalité? C'est-à-dire que c'est à l'arrière que devienne, on va dire, le leadership. Comment est structurée cette équipe de Lasvel? Je pense que c'est circonstancié parce qu'il y a beaucoup de l'effectif de Lasvel est encore mouvant. Il y a eu une blessure quasiment immédiatement, c'était Raymar Morgan, sur qui il comptait beaucoup, notamment à l'intérieur en termes d'expérience. Il y a un point d'interrogation autour de Victor Wembanyama, qui est l'une des attractions de la saison, pas que en France, mais aussi en Euroleague, puisqu'on connaît son potentiel, 2m19, 17 ans, voilà, il est sans doute pas encore prêt à jouer en Euroleague, mais néanmoins il a eu quelques minutes et puis tout le monde l'attend et tout le monde veut le voir. Donc il y a eu l'arrivée de James Gist avec aussi son expérience, mais tout ça s'est fait depuis le début de saison. Donc ça bouge toutes les semaines. David Lighty, qui est l'un des joueurs à l'aile essentiels, était retenu aux États-Unis pour des raisons familiales. Donc vous voyez que ça bouge encore. Donc pour moi, c'était même surprenant que Lasvel réussisse un tel début de saison avec autant de points d'interrogation et de pépins survenus comme ça en début de saison. Pour l'instant, c'est, rappelons-le, des victoires contre Kaunas, à Berlin,
à l'extérieur. Premier match à l'extérieur, première victoire. Ça, pour un club français, c'est quand même pas si courant que ça. Après, donc, cette fameuse victoire contre l'Efes Istanbul, c'est plus de 50% au tir à chaque match. À chaque match. Une fois, deux fois, ça se fait à chaque match. C'est quand même assez fort. Christophe, est-ce que d'après toi, l'Asvel peut aller en play-off et est-ce que Monaco peut aller en play-off? Je sais bien que c'est de la boule de cristal. On en est à 4 matchs sur 34. Mais de ce que tu as vu, de ce que tu sens de l'Euroleague, comment tu le sens ça? Je pense qu'ils ont acquis de l'expérience déjà la saison dernière. Tu as sorti une statistique, là. Rappelez-vous cette série de 6 ou 7 victoires de rang, je crois, en Euroleague. De l'Asvel. De l'Asvel. Il y avait une stat qui ressortait, c'était leur adresse à 3 points, qu'ils étaient au-dessus de 50%. Donc c'est quand même une tendance chez eux, ça. Mais c'est aussi le basket de haut niveau. Oui, moi je pense qu'il faut l'espérer en tout cas. Alors l'espérer, leur souhaiter, ça c'est évident. Mais ils ont acquis de l'expérience l'année dernière. Ils savent maintenant quels sont les pièges à éviter. Peut-être une meilleure approche aussi des grands rendez-vous. Il y a des matchs plus importants que d'autres, même s'ils le sont tous, par définition. Mais oui, cette équipe de l'Asvel, l'année dernière, elle était finalement pas si loin que ça. Elle était à 12 victoires, si je me souviens bien. Ils se sont un peu écroulés là, dans la dernière ligne droite. Ils n'étaient pas si loin que ça. Donc, je pense que dans la continuité du travail qu'ils font, parce qu'on n'a pas parlé du staff technique, hein, on parle des joueurs, mais TJ est en train de prendre une dimension. Est en train de prendre une dimension et ce costume de coach lui va maintenant très très bien. Il a complètement l'adhésion de tous. Alors pas que des joueurs aussi, hein. Évidemment de sa direction et de toutes les personnes qui l'entourent. Il fait l'unanimité. Il ne faut pas oublier aussi Freddy Fotoux. Bref, oui, l'Asvel, je pense que l'Asvel a une carte à jouer pour entrer dans le top 8. Moi, j'ai tendance à penser que Monaco a une équipe bâtie pour jouer le top 8. Elle est, je pense, en ballottage probablement avec 2, 3 autres autour de la 8e, 10e place. Mais Monaco a l'effectif, l'expérience, le talent, la profondeur de banc, etc. pour aller effectivement chercher cette 8e place qui est indispensable pour elle si elle souhaite renouveler son bail. Et c'est quand même l'objectif majeur cette saison de cette équipe parce que l'investissement qui a été fait cet été, c'est pas seulement pour amuser la galerie, hein, c'est pour commencer déjà à bâtir une pérennité en Euroleague. Donc l'idée pour eux, c'est de se requalifier, de se qualifier. Quand on est vainqueur de l'Eurocup, il faut être 8e, enfin dans le top 8 la saison suivante en Euroleague pour espérer renouveler son bail pour une deuxième saison. Donc Monaco a, je pense, les moyens à la fois sportifs et financiers pour y arriver, ce qui serait déjà une super performance parce qu'aucun club du championnat de France n'a été dans un top 8 depuis presque 20 ans maintenant. Du côté de l'Asvel, je suis un peu plus dubitatif parce que je pense que l'effectif, malgré tout, est quand même un peu moins fort que celui constitué l'an dernier. Donc, j'ai du mal à croire qu'ils feront mieux que l'an dernier. Néanmoins, cette équipe me semble bien née. Elle a gagné des matchs alors qu'elle est loin d'être au complet, comme le soulignait Yann tout à l'heure. Le seul bémol à mes yeux, c'est à l'intérieur. Si elle arrive à se renforcer au poste 5, parce que je pense que le poste 5 est un vrai problème, il était leur point fort ces dernières années, rappelez-vous, avec les 2 premières années d'Euroleague, avec Tony Djekiri qui a fait un début de saison exceptionnel, souvenez-vous, au tout début. 20 rebonds, je suis au tout début de la saison 2019-2020. Et l'an dernier, Moustapha Fall a été vraiment un arbre, quoi, grosse racine pour l'Asvel, dans le jeu de l'Asvel. Cette année, ça me semble moins fort. Youssoupha Fall démarre difficilement en Euroleague. Et puis Kostas Antetokounmpo, même s'il a été en effet décisif contre Efes, malgré tout, à mon sens, n'est pas encore un joueur d'Euroleague aguerri et pas dominant. Voilà, et dominant. Donc, si l'Asvel modifie peut-être à la marge son secteur intérieur qui me semble encore un peu léger, elle pourrait alors rentrer dans la catégorie des équipes parce que je pense que honnêtement, c'est très mouvant, à part un top 6, top 7 qui est très fort et qui est intouchable. Derrière, il y a 5, 6 équipes, 7 équipes qui peuvent imaginer rentrer dans le top 8 et l'Asvel et Monaco en font partie probablement. C'est à voir, ou à voir si jamais vous avez Euroleague TV, hein, parce que il n'y a pas de diffuseur cette année. On est obligé de parler de ça, même s'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. L'Euroleague n'a pas de diffuseur cette année, pas plus que le championnat de France, la Betclic Elite. C'est pour ça que je vous demandais d'aller vite là-dessus, même si on pourrait en parler des heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pour ça que c'est fort d'avoir bâti des budgets de cette dimension-là sans le moindre centime de droit télé quand même. Il faut quand même le dire. Il n'y a pas
un centime de droit télé dans ces budgets-là. Ce qui, quand même, dans le sport business d'aujourd'hui, est quand même assez exceptionnel. Ni Euroleague, ni championnat, puisque évidemment, l'argent moi, qu'ils je injectent trouve en que championnat. c'est une bonne chose, d'ailleurs, que les clubs puissent se débrouiller et finalement augmenter leur budget. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu voulais dire, je trouve que c'est une bonne chose que ce soit pas diffusé. Non, tu m'as fait peur. Non, mais là, je suis dépressif. On sort d'une année olympique où nos 2 équipes de France, d'ailleurs, sont revenues médaillées. Magnifique transition vers le basket féminin après. Voilà, Merci. exactement. Et puis j'en ai beaucoup parlé hier soir d'ailleurs, avec l'un des membres du staff. Ah. Voilà, bref, terrasse du Cardinal. Et puis, ouais, non, c'est terrible qu'effectivement le basket ne puisse pas exister sur nos antennes. On sort des JO de Tokyo avec quand même une belle réussite. 2 équipes en Euroleague qui, en plus de ça, sont très compétitifs et nous font bien plaisir. Un championnat de France qui, année après année, finalement, arrive à se renforcer, se densifier et être encore lui aussi beaucoup plus compétitif. Des équipes qui, en Eurocup et en BCL figurent bien. Bref, mais est-ce que c'est définitif tout ça? Est-ce que vous pensez que ça peut encore changer? Oui, et ça va changer. Tu l'espères? Oui, j'ai aucune info d'ailleurs là-dessus, mais Non, mais ça peut pas rester en l'état. Enfin, je veux pas y croire. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles dans les semaines qui viennent. Voilà, je ne peux pas en dire davantage parce que les choses sont encore loin d'être claires et nettes, mais je pense qu'on aura du basket à la télévision dans les semaines à venir. Bon, du basket masculin, j'imagine, parce que basket féminin, c'est encore un autre sujet. Malgré tout, on a des très bonnes équipes. Je précise que cette année, nous n'avons pas en Euroleague l'Asvel. Non, pas qualifié. Voilà, qui ne s'est pas qualifiée, alors qu'elle a peut-être l'équipe la plus belle sur le papier. Ni Bourges, qui avait un TQO, un tournoi de qualification, pas olympique, mais pour l'Euroleague, très difficile contre Skio, l'équipe de Sandrine Gruda, et Valence, elle n'en est pas sortie. Donc résultat, on a Basketland et Latte Montpellier. Latte Montpellier a gagné ses 2 premiers matchs, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, avec un coach arrivé au dernier moment, avec des joueuses blessées ou enceintes. Mais voilà, c'est 2 matchs, 2 victoires. Basketland, ça a été une première défaite suivie d'une victoire à Istanbul. Fener, ouais. Voilà, Christophe, elle est belle, hein. on a des belles équipes aussi. On parlait d'ambition play-off. Même chose. Encore une fois, le basket féminin rattrape son retard. On a quand même des joueuses qui, pour le coup, ce qui n'existe pas d'ailleurs chez les garçons, en l'occurrence Céline Dumerc du côté de Basketland, emblématique quand même du basket féminin, c'est vrai, qui joue dans notre championnat. Ben oui, c'est comme si Nicolas Batum jouait finalement à l'Asvel. Voilà, exactement. Puis encore une fois, félicitations et un grand respect au travail des techniciens, des présidents de clubs aussi, et techniciennes. Julie Barren, une nouvelle sélectionneuse d'ailleurs des Pays-Bas, Valérie Domoury de la Belgique, assistée de Rachid Méziane, ancien membre de l'équipe de France. Et voilà, donc effectivement, le basket féminin est en train, lui aussi, finalement, de se mettre à niveau. Alors, pas encore rattraper les grandes équipes d'Euroleague, dont le Fener d'ailleurs, mais pas que dans cette compétition. Mais le travail est fait. Et puis, je pense qu'effectivement, le basket féminin s'est beaucoup inspiré du basket masculin, avec quelques particularités qui font d'elle des joueuses très respectées. Arnaud, ce sera la dernière question. C'est moins surprenant. J'ai utilisé beaucoup le thème de la surprise au début sur les résultats, surtout sur l'évolution finalement des clubs phares du championnat de France ces dernières années. On n'avait pas vu forcément cette explosion des budgets. Voilà. Sur le basket féminin, des équipes françaises capables d'aller en quart, en demi, peut-être pas de gagner le titre maintenant. On n'est plus comme au début des années 2000. Il y en a peut-être plus. Mais voilà, ce qui est peut-être surprenant, c'est que ce soit, par exemple, Basketland qui arrive à faire ce qu'il fait maintenant, et que c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, on montre qu'il y a une densité. Il y a une grosse densité dans le basket féminin depuis quelques années, même si c'est déjà été entretenu. Rappelez-vous la guerre entre en tout cas la rivalité entre Bourges et Valenciennes à une certaine époque, au sommet de l'Europe, là pour le coup, parce qu'elles étaient au Final Four tous les ans. Et c'était 2 contre le reste du monde, de toute manière. À part Tarbes, peut-être, il n'y avait pas grand monde. Certes, mais bon, voilà, il y a une tradition quand même de concurrence et d'émulation, voilà, entre les clubs. Donc Bourges a traversé toutes ces années et est resté un petit peu la référence. Mais en effet, Latte Montpellier, et l'Asvel et Basketland et aujourd'hui même Charleville qui présente une très belle équipe cette année. Je pense qu'il va peut-être semer un peu le désordre. Qui revient là. Et nos baskets. Enfin oui, Villeneuve d'Ascq. C'est ça ce que vous voulez dire? Non, l'USVO, Villeneuve d'Ascq.
Villeneuve d'Ascq. Pardon. C'est différent. Villeneuve C'est très différent parce que Villeneuve d'Ascq, c'est Lille. Oui. Et puis, j'en oublie, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'émulation régulière dans le championnat de France. C'est probablement le championnat le plus dense d'Europe, à peu de choses près, avec peut-être la Russie. Mais il y a toujours cette tradition-là. Alors, on est toujours compétitif en Euroleague. Néanmoins, le vrai Graal pour les filles, c'est pas d'être dans le top 8, c'est davantage d'être au Final Four, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps en France. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'Asvel, notamment de l'équipe mise en route par Tony Parker, qui malheureusement pour eux cette année n'est pas en Euroleague parce que elle a échoué. Elle a été éliminée en demi-finale l'année dernière en ayant terminé 4e. Effectivement, donc ça a été un petit échec. Voilà, maintenant c'est une équipe qui peut probablement viser la victoire en Eurocoupe, donc qui est la compétition évidemment numéro 2. En revanche, Bourges n'y est pas non plus. Ça, c'était également une déception parce que Bourges, je vous le rappelle, a dû faire 20, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quelque chose comme 26 ou 25 campagnes. Depuis Kapranov, milieu des années 90. Campagne d'Euroleague d'affilée, ce qui est unique en Europe et probablement unique en France, tout sport confondu, à peu de choses près, je pense, sur la grosse compétition européenne. Bourges va jouer l'Eurocup également cette année puisqu'elle n'a pas pu se qualifier en Euroleague au tour préliminaire. Il nous reste donc 2 équipes cette année qui sont Basketland et Latte Montpellier, qui ont moins la culture européenne de Bourges, qui ont moins les moyens que l'Asvel très certainement de briller. Donc voilà, donc si cette année elles arrivent toutes les deux en quart de finale, on pourra, je pense qu'on pourra en être très content. J'y crois pas des masses, si vous voulez mon avis, parce que je crois que ça va être très dur pour les 2 équipes, même si elles ont pas trop mal débuté. Saison, on verra. Ce qui est sûr, c'est que le Final Four, ça reste un Graal compliqué pour les filles et que effectivement, j'ai quand même de grands doutes que ce soit pour cette année. Ce que vous voulez nous dire finalement, je conclue un peu ce podcast en disant savourons les résultats actuels. Les résultats féminins peut-être seront un peu compliqués sur la durée. Les résultats masculins, on l'espère, mais sans certitude, puisqu'on a quand même des équipes relativement jeunes dans le haut niveau, très haut niveau. On renaît à l'ambition en Euroleague, ça fait du bien. Extraordinaire. Ça fait du bien, il faut le dire. Et de même que ça vous fera du bien la semaine prochaine d'écouter Alessandro Pizzus qui me remplacera, puisque désormais on va tourner à la présentation de Step Back. C'est vous l'avez déjà entendu plusieurs fois ici en tant qu'intervenant de qualité, et c'est lui qui vous présentera la semaine prochaine un Step Back consacré cette fois à la NBA. Il vous présentera le sujet, je le laisse faire. Et d'ici là, portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.